Le bruit de la ville. Radio Cerise. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Véronique Delarche, vous venez nous voir de Cabasse, donc pas très très loin d'ici. Et on va parler de votre profession, qui est celle de psychanalyste. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors psychanalyste, on va commencer par là. C'est quoi un psychanalyste ? Parce qu'on connaît les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes. Alors, la différence globalement, pour ne pas rentrer trop dans les détails, un psychiatre, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui a fait des études de médecine, puis après s'est spécialisé en psychiatrie. Donc son travail, c'est de poser un diagnostic et de trouver le bon traitement. Ça, c'est très compliqué, avec des différentes molécules, ce qui ira bien pour cette personne-là. Mais la majorité des psychiatres ne vont pas parler avec la personne par rapport à son vécu, par rapport à ses ressentis, juste poser un diagnostic. Un psychologue, c'est quelqu'un qui va un peu plus prendre le temps de parler, mais ce sont des gens qui travaillent sur le conscient. Dans notre psychisme, il y a une part consciente, une part inconsciente. La part consciente, c'est à peu près 20% du psychisme, et l'inconscient, 80%, mais c'est un grand bazar, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Donc les psychologues vont être plus dans le ici, maintenant, les souvenirs conscients, et essayer d'aider la personne à vivre avec. À déchiffrer aussi voilà, un peu. À comprendre et à vivre avec. De mon point de vue, ça reste très mental. Oui. Donc on étaye, on donne un étayage. Avec la psychanalyse, on va dans l'inconscient. On fait comme on peut, parce que par essence, il est camouflé, fermé. Et moi, j'utilise les rêves quand les gens s'en rappellent. Sinon, quand on dit un mot à la place d'un autre, quand on a fait un bel acte manqué dans la semaine, du genre, on avait un rendez-vous très important pour le boulot et on a eu un accident de voiture. Voilà, des choses comme ça. Mais surtout le rêve. Parce que le rêve, il vient, c'est vraiment on dort. Donc le conscient dort. C'est une émanation de l'inconscient. Mais il ne veut pas du tout dire ce qu'il a l'air de vouloir dire. Donc des fois, les gens me disent « Oui, mais j'ai rêvé de ce que j'ai fait la veille. » J'ai dit « Ok, on y va, dites-le moi quand même. » Et on trouve plein de choses dedans. Donc dans l'inconscient, il y a notre vécu, avec tout ce que nous avons refoulé, c'est-à-dire les souvenirs traumatiques que nous croyons n'avoir jamais vécu. On a oublié, tout simplement. La vie in utero, la vie de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On remonte difficilement plus loin que ça parce qu'on ne s'en rappelle pas, enfin on ne sait pas. On n'a pas d'informations, oui, forcément. Voilà, c'est ça. Mais les souvenirs traumatiques qui reviennent dans les rêves, c'est très 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 puissant. Et on peut faire confiance, ils reviennent quand la personne est prête à l'accueillir. Tant qu'elle n'est pas prête à l'accueillir, ça ne revient pas. C'est pour ça que je me méfie un peu des pratiques comme l'hypnose, qui ressemblent beaucoup en fait à la psychanalyse. Parce qu'en hypnose, on va induire. Et le souvenir risque de revenir au moment où la personne n'est pas du tout prête à l'accueillir. Donc ça, et ça peut être traumatisant. C'est traumatisant encore plus. Et puis surtout, la personne ne sait pas quoi en faire. Elle est là en disant « Ok, j'ai vécu ça, et alors ?» Bien sûr, ouais. Alors finalement, j'ai une image qui me vient en tête, c'est-à-dire qu'un psychanalyste, c'est un décodeur. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Chaque rêve est une énigme. En fait, vous décodez, vous. Voilà, c'est ça. Des fois, ça ressemble un peu à une enquête policière. Oui, j'imagine. Alors, qui vient vous voir et pourquoi ? Alors, en l'occurrence, quand on fait la démarche d'aller voir un psychanalyste, on en est où de son parcours ? Alors, ici, à la campagne, tout le monde, les gens savent pas. Enfin, pas pour tous, mais la majorité ne savent pas du tout où ils mettent les pieds. J'ai la chance d'avoir 2 bons amis qui sont médecins généralistes, qui m'envoient des fois certains de leurs patients quand ils sentent qu'il y a besoin. Et quand je leur demande pourquoi ils viennent, ils disent « Je ne sais pas, c'est mon médecin qui m'a dit de Ah oui, venir. » ok. Très bien. Et donc, avec ça, je me débrouille. Très bien. Et donc, alors, on commence par où quand c'est comme ça ? Quand c'est pas une démarche tout à fait consciente ou volontaire, en tous les cas, on commence par quoi ? Je demande à la personne de me dire, de son point de vue, pourquoi le médecin a eu l'idée de l'envoyer. Et puis, on parle des souffrances. Et puis, petit à petit, au bout de quelques séances, je prends un peu le temps pour que les gens... on appelle ça le transfert, c'est la relation. Entre le thérapeute et la personne qui vient, pour que le transfert se fasse, que les gens soient en confiance. Et là, petit à petit, j'amène les rêves. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, du coup, ce sont des personnes qui sont venues parce que, par exemple, ils ont un mal au dos récurrent.
Parce que c'est, Oui, j'allais vous dire, on va parler de somatisation, finalement, voilà, c'est ça C'est ça. Et ils pensent pas du tout que ça va les amener à revoir toute leur vie, à retrouver des choses où ils s'en sont mis plein le dos. Oui, bien sûr. Par exemple. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, les gens viennent parce qu'ils ont une souffrance. On va en parler un peu. Et finalement, on va parler de beaucoup d'autres choses. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, je ne suis pas là pour parler ça. » Je dis « Attendez. C'est vraiment holistique. On balaye tout. » Et en fait, en parlant de complètement autre chose, la souffrance va disparaître parce qu'on ne faisait pas le lien en fait, entre les deux choses. Voilà. Donc ça doit être assez, satisfaisant quand même de voir des résultats comme ça pour vous. Ouais, Ça doit être assez gratifiant. J'adore. Ouais. En fait, ça m'a appris. C'est un métier ça fait 10 ans que je fais ça. Ça m'a appris la patience. Parce que je suis quelqu'un d'un peu hyperactive et dynamique. Donc je me dis, bon allez, on y va. Je comprends. Et en fait, d'attendre que les choses émergent, que la personne soit prête à l'aborder. Même si des fois, moi, je le capte dès la première séance. Parce que je sens les liens. Je dis, là, il y a quelque chose, il y a un nœud. Mais on prend le temps, on y va doucement. Et de faire confiance à la personne, en fait. C'est un peu l'opposé du psychiatre. C'est-à-dire que je ne vais pas soigner les gens. Eux vont trouver leurs réponses et vont se soigner. Vont réaménager leurs inconscients, enlever les conflits intérieurs. Je ne peux pas le faire pour eux. Donc j'attends, j'accueille, je marche à côté finalement. Si on avait cette image de la marche, le psychiatre va marcher devant la personne et moi je marche à côté. Et je la suis. Mais ça veut dire que vous avez aussi beaucoup d'échanges verbaux avec vos patients ou... Tout à fait. Alors là... Ça passe quand même par ça, par la parole. Oui. En fait, il y a une espèce de protocole. Au début, quand la première consultation, on est en face à face comme nous deux là. Et puis c'est plus d'une discussion consciente justement. Et quand je sens que la personne est prête à plonger un peu plus, je lui demande de s'allonger parce que la détente musculaire va aider à plonger un peu plus en soi. Je ne me mets pas en face à face, je me mets derrière, parce que le fait de ne pas se voir, on enlève les règles de politesse dans lesquelles on a grandi et qui freinent un peu la parole. Et puis, ça enlève le fait que la personne essaye de voir qu'est-ce que ça me fait. Parce qu'on s'en fout de ce que ça me fait, c'est pas le problème. Et là, on part plus avec les rêves, s'il y en a. Sinon, j'ai des astuces. J'ai plein de cartes postales, une grosse pile de cartes postales. J'en prends 6 un peu au hasard, je donne à la personne, elle en choisit 2 ou 3, et on en parle comme si c'était un rêve. Et ça, c'est incroyable, ça marche à tous les coups. Parce que si elle a choisi cette carte postale-là, c'est pas anodin. Donc ça va ouvrir des choses. Voilà. Intéressant. Et je parle, c'est vrai. Et vous parlez, oui. Parce que les psychanalystes, en général, l'image qu'on a en France, les psychanalystes sont quasiment tous lacaniens, puisque Lacan, c'était un grand théoricien de la psychanalyse des années 70. Et donc, il travaille à la Lacan. C'est-à-dire, je ne dis rien, je fais mais encore, oui. On souligne un peu des choses. Quand la personne va dire quelque chose de fondamental, on pratique ce qui s'appelle la scansion, c'est-à-dire qu'on arrête la séance pour laisser la personne partir avec ça et laisser mûrir en elle. D'expérience, je trouve ça extrêmement violent. Oui. Parce que quand on va mal, on a besoin d'être un petit peu enveloppé, en fait. Parce que sinon, on imagine que le ou la psychanalyste c'est tout sur nous, ne veut rien nous dire, et que vraiment, on est une personne nulle. Et surtout, les sorties avec les scansions, j'ai eu des gens qui sont venus en consultation qui m'ont dit, mais moi, je me suis retrouvée dans l'escalier, je me suis dit, je vais me suicider, qu'est-ce que je peux faire ? Ben oui, parce que c'est violent. Quand il y a un souvenir traumatique qui revient, dire au revoir à la semaine prochaine, les gens, ils sont secoués, ils se retrouvent dans la rue, ils se disent, qu'est-ce que je fais de ça ? Donc, je parle, on cherche ensemble. Je pose plein de questions. Et je dis aux gens, si ma question tombe à plat, on parle d'autre chose, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, je vous suis. Mais bon, j'ai des choses qui me viennent, je renvoie. Alors on est quand même quelques-uns à vous écouter et à écouter à ce micro cette émission. On se dit aussi qu'on l'a peut-être vécu aussi nous dans notre parcours d'aller consulter un psychologue ou un psychanalyste. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu, cette idée d'arrêter une séance à un moment où on est en train de parler, où on a l'impression qu'il y a un timing, qu'il y a un sablier qui s'est mis en place et que ça y est, c'est bon, on doit partir. Alors je sais pas si je me trompe, mais c'est un peu ça. Vous on n'est pas dans cette dimension-là. Il y a un temps. Oui, il y a un temps.
Il y a un temps. Justement, les lacaniens avec cette histoire de scansion, on met pas de temps. Si la personne dit quelque chose d'important au bout de 5 minutes, au revoir. Si ça dure 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, on prend le temps. Alors moi, je me suis fixée, c'est plus pour des questions d'organisation, de rendez-vous. Avant, on était dans une culture où on arrive dans une salle d'attente, on attend, c'est pas grave. Même Lacan, les gens avaient des rendez-vous, et s'ils voulaient prendre quelqu'un qui avait le dernier rendez-vous et celui qui avait eu le premier, il était là, il attendait, on respectait. C'est monsieur qui choisissait, vous voyez. Ça, c'est plus possible. Oui. Et donc, je fais des séances de 45 minutes avec... les gens le savent. Si quelque chose d'important émerge vers la fin, je vais laisser déborder un petit peu plus. Oui. Mais globalement, au bout de 40 minutes, je dis on va arrêter, on a le temps d'atterrir. Voilà. C'est vous qui mettez tranquillement le frein sur... Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que quand on vient chez vous, on sait qu'il y a 45 minutes. Donc voilà, au moins il y a un cadre qui est déjà défini. Et ça permet de savoir qu'on... Voilà, c'est moins frustrant probablement. En même temps, pour celui qui vient s'exprimer, de savoir que, bon, effectivement, il est un peu en débord Et je pense que, justement, inconsciemment, on se programme. On se programme. Et on sait qu'on a 45 minutes pour laisser quelque chose émerger. Donc, en fait, c'est assez intéressant. Et je sens bien qu'au bout de 30 minutes, là, il y a des choses quand même, ça y est. Et avant, je faisais des séances beaucoup plus longues. Je pouvais aller jusqu'à 1h30. Et puis, j'ai raccourci, c'est vraiment pour moi. Parce que 1h30, justement, quand la personne sait qu'elle a tout le temps, ça va blablater. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? J'ai rencontré ma voisine, elle a changé de coiffure. Et ça, pour moi, je me disais, c'est pas grave, je les laisse se déposer. Mais en fait, pour moi, c'est du temps d'écoute, de concentration, c'est fatigant et ça sert à rien. Donc, en raccourcissant, on va plus droit au but. Alors justement, comment on sort de ces séances-là quand on est psychanalyste, parce qu'on est quand même un grand buvard, finalement, même si on essaie de donner des solutions ou des pistes, mais, ou en tous les cas de laisser chaque patient découvrir son histoire, mais comment on en sort de ça ? Alors, en tous les cas, comment on fait, si je continue ma question, comment on fait pour ne pas se laisser déborder ou envahir ? Alors, il est extrêmement important d'avoir fini soi-même sa propre analyse avant. Très bien. Parce que sinon, il y a des choses qui résonnent forcément avec certains patients. Parce qu'en plus, dans le lien inconscient, les personnes vont choisir cet analyste parce qu'il y a un petit peu les mêmes problématiques que les leurs. Donc si on n'a pas fini notre propre analyse, au moment où on est complètement débordé et on va mal et c'est pas efficace. Donc il faut vraiment avoir fini son analyse avant. Donc on attend l'aval de notre psychanalyste quand on est en analyse normale et puis en analyse didactique, c'est-à-dire vers la fin quand on est plus dans la théorie. Et quand l'analyste donne l'aval, on y va. Et moi, le mien, il m'a fait hurler de rire parce que j'avais fait mon analyse, puis un peu vers la fin, j'ai envisagé de m'installer, donc j'ai fait une formation théorique qui dure 4 ans. Et au bout de 2 ans, il y avait un agrément psychothérapie. Donc j'étais là, je me disais, je le fais pas, j'hésite. Puis il me renvoyait à moi-même, qu'est-ce que vraiment j'avais envie. Je dis, ok, je le fais. Et juste quand je dis je le fais, il me dit, ça vous intéresse, la psychothérapie ? Et donc là, j'ai hurlé de rire, ça m'intéresse pas du tout la psychothérapie. Je dis, non, c'est l'analyse qui m'intéresse. Il me dit, mais alors, qu'est-ce que vous attendez ? Lui, il savait que j'étais prête, même si j'avais pas le diplôme final. Donc j'ai démarré sans avoir le diplôme final, puis bon, après je l'ai eu. Voilà. Vous prenez combien de patients par jour, alors, pour essayer d'arriver à trouver un équilibre pour tout le monde ? Pour tout le monde. Pour vous et comme pour eux ? Je prends 9 patients par jour. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je travaille 4 jours par semaine. J'ai besoin de 3 jours de break pour me vider la tête, comme on dit. Ok, oui, bien sûr. 2 jours, ça suffit pas. Et oui, c'est beaucoup. Mais j'ai fait le choix, ça m'est très personnel, de faire payer en fonction des revenus. Donc, comme on est dans un endroit assez pauvre, j'ai beaucoup de patients qui payent 20 €. Oui. Donc, après, il faut aussi que je gagne un peu ma vie. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai choisi, je suis raccord avec ça. Parce que ça permet à des personnes qui l'auraient jamais fait de venir et de pouvoir durer le travail. Parce que sinon, si on paye un tarif moyen de psychanalyse, c'est entre 60 jusqu'à 150 €. Ça dépend où on est et quel psychanalyste. Mais même 60 €, on va faire 3 séances et on arrête. Quand on gagne 1 000 € par mois, c'est pas possible, quoi. C'est sûr. Donc les analystes disent mais c'est bien, c'est parce que c'était efficace. Je suis pas du tout d'accord, c'était pas efficace, ils n'avaient pas l'argent.
pas pareil. Et vous, quand est-ce que vous savez qu'un patient, alors je ne vais pas dire n'a plus besoin de vous, mais en tous les cas a déjà fait un bon chemin pour pouvoir sortir du protocole ? Alors, il y a un indice très simple qui est que les rêves deviennent beaucoup moins chaotiques. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Prégnant, de plus fluide, de moins violent, parce qu'il y a des rêves incroyables. Il n'y a plus de sang dans les rêves, il n'y a plus de bagarre. Donc en fait, et puis surtout, la personne commence à parler, s'ouvre, commence à parler moins d'elle-même, mais plus de culture, de société, de constat par rapport à la vie, vraiment dans une société humaine. Moins auto-centré en fait. Voilà, d'un c'est seul ça, coup. c'est ça. Et ça, pour aller vers ça, parce que j'ai aussi rencontré des gens qui ont fait 25 ans de psychanalyse et qui parlent encore de leur papa, leur maman, leur trauma. Je dis, oh, mais non, ça sert à rien, quoi. On n'est pas là pour rester en boucle dans nos prises de conscience, mais pour s'ouvrir, en fait, pour vivre. Et donc, dans mes consultations, ça étonne des fois les gens. Je propose un bouquin, un podcast, un film, parce que quand ça résonne par rapport à ce que la personne était en train de dire, et pour moi, c'est une façon de les aider à sentir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ça, à ressentir ça, et qu'en fait, on fait partie d'une humanité qui est belle et que nous avons en partage. Voilà. Et est-ce qu'on peut donner une moyenne du nombre de séances ? C'est peut-être une question stupide, mais évidemment, ça doit être variable selon les individus, mais vous, dans votre expérience ? C'est très, très, très variable. Oui. Parce qu'il y a un mécanisme vraiment, c'est de la pourriture, qui s'appelle les résistances. Les résistances, c'est quand la personne vient avec un grand désir conscient de faire bouger les choses, sauf que tout est verrouillé. Et qu'en fait, il n'y a rien qui s'ouvre. Donc, elle reste enfermée dans sa souffrance, et là, il faut beaucoup, beaucoup de patience. Donc, je vais dire, avec les gens comme ça, qui sont très immobiles, je dirais, dans leur inconscient, il faut 4-5 ans. À raison de une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, c'est le minimum, une fois tous les 15 jours, parce qu'il faut quand même qu'on puisse avancer. 4-5 ans pour que ça commence à se réaménager. Et puis des fois, j'ai des gens qui viennent, mais en 3 séances, basta, quoi. Mais là, on ne va pas dire, ils n'ont pas fini une analyse, mais ils avaient une problématique très envahissante, invalidante, et ça s'est fluidifié. Si pour eux, ça suffit, c'est très bien, ils ne sont pas obligés de rentrer dans le fond de leur être. Et là, c'est vous qui les libérez, ou si je peux employer l'expression, ou c'est eux qui se libèrent ? C'est eux. C'est eux, oui. Ils disent, c'est bon, ça va, je pense que je peux avancer comme ça. Ça, je ne le fais plus de libérer les gens, parce que je l'ai eu fait au début de ma pratique, quand je pensais que voilà, tout va bien, on va peut-être arrêter. Et 2 ou 3 ans après, ils revenaient. Il y a des rechutes. C'était pas vraiment des rechutes. Je me disais, mais vraiment, là, vous m'avez mis dehors. J'étais triste, je me disais, bon, elle m'aime plus. Ah oui, donc, comme ça. Je laisse faire. Et quand la personne me dit, je crois que ça va aller, si je suis raccord, ok, ça va aller. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je respecte, parce que des fois, je le sens, que le travail de fond n'est pas fini, mais c'est la liberté de cette personne de se dire, pour moi, ça va, alors on arrête. Parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui les gardent, qui les retiennent, parce qu'ils savent que c'est pas fini. Donc ils disent attention, c'est pas fini. Ça, je le fais pas. Et comment on fait pour éviter un éventuel attachement de la part du patient vers le psychanalyste ? Parce qu'il y a quand même une relation très particulière, on peut le dire. Oui, alors c'est inévitable, ça fait partie du travail. Je dois dire que comme je suis quelqu'un de naturellement assez humble, je m'en rends pas compte du tout. Et c'est par les retours. Je me dis, ah ouais, quand même, il y a un lien qui est fort. Oui. Et comme par exemple, il me voit à l'extérieur. On se retrouve ensemble à un concert, oui, bien sûr. Ou au cinéma, où je sens leur gêne et quelque chose d'un peu ambivalent. Ils n'ont pas envie de me rencontrer en tant que personne. C'est leur analyste avec qui ils ont une relation. Donc, ça ne veut pas dire que je me prive de sortie. Je sors quand même. J'espère bien pour vous. Mais je fais attention à ça. Et ça m'est jamais arrivé de sentir quelqu'un qui vraiment continue parce qu'il ou elle n'arrive pas à couper ce lien. Ça m'est jamais arrivé. Oui, très bien. C'est sûrement que vous êtes efficace alors, de ce point de vue-là. Très bien.
Véronique, c'est super tout ça. Je pense qu'on va essayer de se revoir pour parler peut-être de manière plus en détail de type de problématiques liées à la société d'aujourd'hui, hein, parce que je crois que on a tous un poids assez lourd à porter avec ce qui nous entoure aujourd'hui, que ce soit les effets du réchauffement climatique, la violence politique. Alors, on est tous plus ou moins armés pour en parler. Moi, je vous propose qu'on se revoie pour faire des sujets sur ces thèmes-là et d'autres que vous allez nous proposer probablement. Avec plaisir. Hein, voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur votre travail avant qu'on se quitte pour Alors, aujourd'hui. Peut-être une petite chose qui n'est pas Dites-moi. directement sur mon travail, mais qui donne la couleur de mon travail, c'est que avant d'être analyste, j'ai été artiste chorégraphique pendant 30 ans. Et c'est pour ça que, par exemple, pour moi, le rêve, c'est fondamental, parce que le rêve, c'est de la poésie. Et que je pense que les êtres humains, nous sommes liés à l'art. En fait, il y a quelque chose dans la pratique artistique qui nous constitue. Alors, je ne vais pas envoyer les gens forcément voir des spectacles d'art contemporain, parce que je sais que quand ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Et c'est ça. Mais c'est pour ça aussi que j'apporte de la littérature, du cinéma, parce que ça, c'est accessible. Ça se trouve facilement. Et de donner une part de poésie, ça fait partie du fait d'aller mieux. Véronique, merci beaucoup. On se revoit bientôt pour élaborer tous ces petits domaines là de la vie quotidienne qui peuvent être compliqués. Et puis on va peut-être se trouver des clés à proposer à nos auditeurs pour sortir un peu parfois de quelques marasmes ou de quelques moments difficiles avec cette société. Merci beaucoup. C'est moi. Merci Véronique. Le bruit de la ville. Radio Cerise.